Aujourd'hui en France, personne ne peut y échapper, elles sont partout autour de nous. Les caméras de vidéosurveillance scrutent nos moindres faits et gestes sur la voie publique. On en dénombre pas moins de 60 000 en France. Et ici, à Strasbourg, où je me trouve, il y a une caméra pour 800 habitants. D'ailleurs, près de 9 Français sur 10 sont favorables à la vidéoprotection. Mais avons-nous vraiment conscience que toutes ces données, enregistrées dans la rue, dans notre smartphone ou encore chez le médecin, pourraient un jour devenir notre pire ennemi? Français sous surveillance, une vie privée très publique. Bienvenue dans Réseau d'enquête. Il y a des petits panonceaux à l'entrée des villes. Cette ville est vidéosurveillée. Donc vous savez, si vous voulez pas être filmé, vous n'allez pas dans la ville. Les caméras ont fait leurs preuves. À 100%, cela n'existe pas, mais elles permettent, me semble-t-il en tout cas, de dissuader de très nombreux méfaits. Vous étiez à quel? Le 29 septembre? Oui, je savais, mais je savais pas qu'on pouvait le voir sur mon téléphone. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir ça? Ça fait un peu peur. Ouais, ça fait flipper, quoi. Enfin, ça veut dire qu'on nous surveille, quoi. À partir du moment où on a un smartphone, une application connectée, on peut difficilement y échapper. Toutes mes données qui sont anonymes ne le sont pas en réalité? Bien sûr que non. Toutes les données qui sont sur le numérique peuvent être accessibles à quiconque. Et les gens sont des fois étonnés de ce qu'on peut retrouver, ce qu'ils pensaient effacé, supprimé depuis longtemps. Nous, on va le remonter. Usurpation d'identité, vol, vente de données personnelles, les dangers sont réels. Qui contrôle le big data, qui contrôle vos données, vous contrôle vous, fatalement. À Strasbourg, dans le quartier Malraux où je me trouve, les riverains peuvent compter sur ces yeux installés un peu partout sur la voie publique. Ici, par exemple, personne ne peut échapper à la surveillance de ces caméras. Il n'y en a pas moins de 10 installées dans un tout petit périmètre et elles couvrent tous les angles de vue. Bonjour madame, je suis Charles-Henri Boudet de l'émission Réseau d'enquête de France 3. Ouais. Est-ce que vous savez que sur l'espace public, vous êtes filmé H24, 7 jours sur 7? Non, je ne savais pas. Moi, ça me plaît pas. Quoi. Pourquoi ça vous plaît pas? Moi, j'y vois une intrusion dans la vie privée, quoi. Voilà, c'est tout. Vous avez remarqué, par exemple, là, en haut de la médiathèque, il y a une caméra qui fait l'angle? Ah, non. C'est un peu Big Brother, mais après, c'est dans l'ordre des choses aujourd'hui. C'est comme ça que les pouvoirs publics réagissent. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Vous vous sentez en sécurité, espionné? Par moment, oui, ça peut être un peu intrusif. Oui, on peut avoir ce sentiment-là. Mais après, je vous avoue que quand on marche dans la rue, on n'y fait pas forcément attention. Pour moi, c'est la sécurité avant tout. Quand vous avez des enfants qui se sont fait agresser, vous êtes pour ce genre de système. De plus en plus de villes s'équipent de caméras, même les plus petites d'entre elles. Au moins 10 communes de 1000 habitants ont franchi le pas. Et vous allez le voir, certaines d'entre elles ne reculent devant rien dans l'exercice de la surveillance. Police municipale, bonjour. Un haut-parleur dans un jardin public. Voilà de quoi surprendre la propriétaire de ce chien. Merci de bien vouloir tenir votre chien en laisse. Moi, je trouve que c'est trop. C'est pas agréable. Moi, on était en train d'en parler, là. Je disais, on est dans le parc, on est tranquille, on se balade. Et c'est vrai que de se faire surveiller à ce point-là, ça va trop loin. C'est de l'espionnage, ça, c'est clair. Cette habitante du Canet dans les Alpes-Maritimes vient d'être prise en flagrant délit. Impossible d'enfreindre la loi et le rappel à l'ordre est désormais public, voire même culpabilisant. Rien n'échappe aux gardiens du parc, situé à quelques kilomètres de là. Dès qu'une infraction est commise, une voix interpelle le contrevenant. Bonjour, la police municipale du Canet. Merci de tenir votre chien en laisse. Principal avantage de ce dispositif, son coût. Beaucoup plus économique
que de déplacer une équipe. Vous êtes obligé d'actionner une patrouille, quelqu'un qui vient, ou le gardien de square, l'appeler, lui dire de venir, que là, c'est la réaction immédiate. Un type d'équipement qui se généralise en France. À Toulouse, les caméras interpellent aussi les passants. Vous êtes sur des installations prévues uniquement pour les enfants. Merci de quitter les lieux. Dans ce parc public, on guette la consommation d'alcool et les comportements à risque. Un œil bienveillant, mais aussi intrusif, qui divise les Toulousains. Il y a des enfants, je trouve ça bien, oui, a priori. Si vous voulez mon avis, je vous le donne. Je ne suis pas très d'accord avec tout ce système de caméras, micros et compagnie, quoi. Dans la ville rose, ces caméras ont été installées en toute discrétion en septembre 2017. En moyenne, 2 rappels à l'ordre par jour dans les haut-parleurs. Une prévention suffisante pour les élus locaux qui souhaitent responsabiliser davantage les Toulousains. On est vraiment dans la prévention plutôt que de taper, d'envoyer tout de suite une patrouille pour verbaliser. Et en fait, ça marche tout aussi bien. Et donc, au bout de 6 mois, maintenant, on voit que ça porte ses fruits 3 fois sur 4. En effet, les services me disent que cela suffit à modifier les comportements. De la vidéosurveillance à la vidéo-verbalisation, il n'y a qu'un pas et certaines villes l'ont déjà franchi. À Paris, dans le collimateur des caméras, ces motos, ces taxis qui utilisent la voie de bus ou celle des vélos. Des incivilités sous l'œil de 900 caméras. J'aime pas beaucoup, globalement, l'espionnage par caméra, partout, tout le temps. Voilà, donc la vidéo-verbalisation, non. Je suis contre tout ce qui verbalise les gens, qui leur retire quelque chose de leur liberté. Et ça y participe, donc je suis complètement contre. Dans ce centre, plus de 200 infractions sont photographiées et constatées par jour, soit une toutes les 10 minutes. Voilà, là vous avez un bel exemple, hein, un 2 roues qui circule dans la voie de bus, alors qu'il n'y a pas droit. Hein. Après, une fois que j'ai le cliché, je vais rentrer dans mon application PVE et je vais marquer l'infraction pour laquelle il a été photographié. À Paris, comme dans d'autres grandes villes de France, les procès-verbaux arrivent directement au domicile du contrevenant. Je pense que c'est un déni de démocratie, quoi. Je pense que qu'on se fasse verbaliser physiquement, je suis d'accord. Après, qu'on reçoive chez nous le petit papier, l'amende, je trouve ça un petit peu limite, quoi. Bien loin de Paris, dans le calme de la campagne, les caméras ont aussi fait leur apparition. Un investissement de 300 000 € en moyenne pour un système de vidéosurveillance. Ici, pas de voie de bus à surveiller ou de grand banditisme. Il s'agit avant tout, nous dit-on, de prévention. Au niveau du conseil municipal, on avait décidé d'installer des caméras de surveillance sur les bâtiments de la mairie, en particulier pour prévenir les tags, les incivilités sur des murs qui étaient fraîchement crépis et qui étaient tout neufs. Dernière innovation en date, en direct sur les smartphones de la gendarmerie de l'Oise, toutes vos infractions. Plus d'une centaine de caméras de surveillance y sont directement connectées. Les gendarmes peuvent suivre en temps réel tout ce qui se passe sur la voie publique. Si on nous signale un véhicule, par exemple sur Verberie, qui vient de commettre des faits, on peut le suivre par nos téléphones portables pour savoir la direction de fuite. Et l'autre intérêt des caméras, c'est aussi de pouvoir axer nos patrouilles, surtout le soir, sur les endroits où il peut y avoir du rassemblement, où il peut y avoir des problèmes. On compte en France officiellement 60 000 caméras sur la voie publique. Mais certains avancent le chiffre de plus d'1 million. Les 800 caméras de la ville de Strasbourg sont toutes reliées à ce centre. C'est ici que les opérateurs, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, scrutent les moindres faits et gestes sur la voie publique. Il est normalement très rare de pouvoir pénétrer dans ce lieu tenu très secret, mais exceptionnellement, la ville de Strasbourg a accepté de m'ouvrir les portes d'un site qui lui aussi est placé sous vidéosurveillance. Bonjour, Charles-Henri Boudet de Réseau d'enquête. Bonjour. Bonjour monsieur. C'est un peu une forteresse ici. Une porte blindée. Une porte blindée. Deuxième porte blindée. Oui, c'est le SAS. Ah oui, on se rend pas compte qu'il y a autant de caméras à Strasbourg qu'on est
à ce point-là observé. Oui. Tous les jours, H24, 7 jours sur 7, il y a quelqu'un dans cette salle? Oui, tous les jours. Quel est le rôle de ces agents? Alors les agents vont donc, de par leur instinct, on va dire, visionner l'ensemble de la voie publique. Ils vont pouvoir envoyer les images et suivre une personne ou une voiture, un délit de fuite, etc. et envoyer directement les images au PC concerné. Oui, bonjour, c'est le CSV. J'ai une altercation là sur rue des Grandes Arcades, entre deux marginaux. Là. Voilà, bon, ils n'en sont pas venus aux mains, mais voilà, ça se pose bien. Et donc on va suivre, on va transmettre les images. Il y a un équipage qui ne va pas être loin, donc ça va être soit un équipage piéton, soit un vélo, soit voiture. Ils vont aller voir ces personnes. Là, c'est un rôle de prévention, typiquement. On va éviter que cette personne se fasse taper par cet individu, tout simplement. Près de 700 enquêtes sont engagées tous les ans à Strasbourg suite à des constatations sur la voie publique par les agents du centre de vidéosurveillance. Alors ces caméras, on peut avoir la main dessus, elles patrouillent toutes seules. Elles tournent toutes seules si l'opérateur n'a pas la main, cette caméra va tourner toute seule. Vous pouvez me montrer? Oui, bien sûr. Là, vous pouvez voir que la caméra n'est pas manipulée. Donc elle a des prépositions, donc au bout de 40 secondes, elle va tourner. Toutes les 40 secondes, elle change d'axe de prise de vue. Voilà. Par contre, quand l'opérateur ici présent prend la main sur la caméra, alors là, il peut zoomer, dézoomer. Qu'est-ce qui se passe du coup si on zoome sur une habitation? Voilà, alors si on zoome, vous avez un masquage dynamique. Là, il y a un gros masque. Alors là, on peut zoomer. On peut zoomer. Et il y a un moment où ça va s'arrêter. À un moment donné, à partir du moment où vous pouvez rentrer à l'intérieur de l'habitation, à ce moment-là, le masque dynamique va se mettre en place. C'est en quelque sorte une garantie de notre vie privée? C'est la garantie de la vie privée, effectivement. Hein. Mais notre vie privée sur le territoire public, dans la rue, elle ne l'est pas. Non, mais à partir du moment où vous vous promenez sur la voie publique, vous savez, si vous voulez pas être filmé, vous n'allez pas dans la ville. Ah bah justement, voilà Monsieur Herman. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Vous êtes le président de l'Eurométropole de Strasbourg. Il y a plus de caméras à Strasbourg qu'ailleurs? Je ne sais pas s'il y en a plus. En tout cas, il y a un nombre de caméras qui est... C'est une ville quand même très surveillée, Strasbourg. C'est que nous sommes une ville internationale. Nous accueillons quelque chose comme 400 voyages officiels par an. Des présidents de la République, des premiers ministres, des ministres, des hautes personnalités. Ça a vraiment fait ses preuves, ces systèmes de caméras? Alors, les caméras ont fait leurs preuves. À 100%, cela n'existe pas. Mais elles permettent, me semble-t-il en tout cas, de dissuader de très nombreux méfaits. La vidéosurveillance est surtout efficace contre la petite délinquance. Elle n'a malheureusement pas permis d'éviter l'attentat du 11 décembre 2018 à Strasbourg, qui a fait 5 morts et 10 blessés. En revanche, c'est bien grâce aux caméras de surveillance que la police a réussi à identifier très rapidement le terroriste. Robert Herman, vous employez beaucoup le terme vidéoprotection. Oui. Vous n'employez pas le terme vidéosurveillance. Pourquoi? Non, parce que l'idée n'est pas de surveiller les gens. L'idée est de protéger les gens. Mais n'importe qui ici dans ce centre peut avoir un œil sur moi, sur tout mon trajet à pied dans le centre de Strasbourg. Les opérateurs sont astreints à un règlement qui est extrêmement strict et quand ils sortent d'ici, ils oublient ce qu'ils ont vu. Il n'est pas question, même s'ils voient leur voisin ou leur voisine, d'évoquer ce point-là. Pendant combien de temps ces images sont conservées ici dans ce Alors centre? sur Strasbourg, 4 jours. Ensuite, elles sont détruites. À Paris, c'est 28 jours. À Paris, c'est 28 jours. Mais peut-être parce que les gens mettent plus de temps à déclarer un certain nombre de méfaits, je ne connais pas la raison. En tout état de cause, je veux dire, 4 jours semble suffisant. Il n'y a pas eu de demande, en tout cas, de prolonger ce délai. On ne déshumanise pas notre vie avec tous ces yeux numériques partout, dans l'espace public? Je pense qu'on le ferait s'il n'y avait plus de policiers dans l'espace public. Ce n'est pas le cas. Et par conséquent, je crois qu'on utilise mieux les forces de police à des missions pour lesquelles elles ont subi une formation importante. Et les caméras viennent en complément. Elles ne se substitueront jamais à ce que sont les forces de police. Jamais vous vous engagez là, puisque il y a 50 ans, on n'imaginait jamais ça. C'est vrai, mais on peut aussi se dire que s'il n'y avait pas cette surveillance, très certainement qu'on vivrait autrement dans notre pays aujourd'hui. Ces images de vidéosurveillance vont bientôt permettre à la municipalité de Strasbourg de verbaliser à distance. C'est déjà le cas dans certaines villes françaises. En France, la vidéoprotection fait partie de notre quotidien. Mais aujourd'hui, c'est la reconnaissance faciale qui se généralise. Elle sert à nous faciliter la vie, terminer les cartes de crédit, oublier les badges et les codes d'accès. Bientôt, tous les objets nous reconnaîtront. Mais cette détection des visages peut être utilisée à des fins policières et commerciales qui peuvent poser question.
pour l'heure, en France, elle est seulement utilisée dans les aéroports parisiens et celui de Nice. Pour le voyageur, l'opération ne prend que quelques secondes. D'abord, il faut scanner son passeport biométrique, puis pénétrer dans le sas. Là, une caméra lit les traits du visage. Si le résultat est probant, les portes s'ouvrent, le contrôle est terminé. Voici donc les nouveaux sas Paraf, actuellement en test à l'aéroport de Nice, des sas à reconnaissance faciale. On vient mesurer plusieurs points de vos visages, on vient comparer la distance entre vos yeux. Enfin, il y a un certain nombre de points qui sont à la fois mesurés, on vient vérifier que c'est bien vous. Fini les contrôles de passeport longs et fastidieux, fini les files d'attente. Pour l'aéroport de Nice, il s'agissait de fluidifier le passage des voyageurs aux frontières. Le débit, on devrait être proche de 4 à 5 personnes à la minute. Ça va multiplier par 2 ou 3 la capacité de contrôler les passagers pour peu qu'ils soient éligibles. Pour utiliser les sas à reconnaissance faciale, les passagers doivent posséder un passeport biométrique émis par un pays européen, y compris la Suisse et la Grande-Bretagne. Les nouveaux sas Paraf ne remplaceront pas les fonctionnaires de la police aux frontières. Un même agent pourra superviser plusieurs sas. Les agents peuvent être amenés à intervenir s'il y a un problème technique d'abord, mais également et surtout s'il y a une détection de fiches de recherche ou s'il y a détection d'un faux document ou si la personne qui se présente dans le sas Paraf n'est pas celle qui figure sur le document présenté. Au total, 16 sas à reconnaissance faciale ont été installés au départ et aux arrivées des 2 terminaux de l'aéroport de Nice. Ils entreront en service le 6 août. Reconnaissance faciale, caméra de surveillance, verbalisation à distance, les évolutions de la technologie révolutionnent notre vie et parfois à notre insu. Vous ne vous en doutez probablement pas, mais le premier ennemi de notre vie privée, c'est le téléphone mobile, le fameux smartphone. Nous l'avons toujours avec nous. Chaque seconde, minute, heure, il enregistre des milliers d'informations nous concernant, à commencer par nos déplacements et nos données de santé. Bonjour, on a une équipe de France 3 de l'émission Réseau d'enquête. Je vois que vous êtes avec vos téléphones à la main. Je peux vous poser une petite question? Quelles sont les informations que vous mettez sur votre téléphone? Déjà par Snapchat et tout, on se dit tout. Donc, Instagram, on partage nos photos, toutes nos publications, nos moments et tout. Est-ce que je peux vous montrer quelque chose sur votre téléphone mobile? Vous étiez à quel? Le 29 septembre. Que vous étiez à Arcachon au mois de juillet. Que vous avez passé des vacances à Morzine au mois d'avril dernier. Et vous êtes resté à la Chapka de 17h28 à 20h56. Vous le saviez? Non, oui, je le savais, mais je savais pas qu'on pouvait le voir sur mon téléphone. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir ça? Ça fait un peu peur. Ouais, ça fait flipper, quoi. Enfin, ça veut dire qu'on nous surveille, quoi. Vous saviez que votre téléphone enregistre l'intégralité de l'historique de vos déplacements? C'est personnel. Ouais. Vous le saviez, ça? Moi, je sais pas. C'est la première fois que je vois ça. Alors que j'utilise mon téléphone H24. Et une autre information aussi, les données de santé. Vous enregistrez vos pas? Non, je pense pas. Alors si, votre téléphone les enregistre pour vous. Par exemple, aujourd'hui, vous avez fait 3,8 km. Et comment on fait pour déconnecter? Là, c'est désactivé. Votre téléphone n'enregistrera pas vos pas. Rien. C'est bon, c'est fini. Je suis tranquille là. Le nombre de pas, les kilomètres, les activités, j'ai tout. Donc là, par exemple, vous avez dépensé 858 calories. Oui. Vous êtes debout depuis 9 heures et vous avez marché près de 10 000 pas. Ah, très bien. Ça vous... c'est bien. 10 000 pas, déjà, ça me rassure. Parce qu'on dit qu'il faut faire 10 000 pas par jour. Donc, je suis déjà contente. Ces données pourront être revendues plus tard à des entreprises. Oui, mais ça, c'est pas gênant. Des mutuelles, par exemple. Plus vous faites d'activités sportives, plus votre prime d'assurance pourrait baisser. Et moins vous en faites, plus le montant pourrait être amené à augmenter. C'est vrai, oui. Derrière ce qui peut paraître un gadget se cache un véritable marché très juteux pour les entreprises, et d'ailleurs certaines d'entre elles l'ont bien compris. Une start-up du nord de la France a développé des sous-vêtements connectés qui permettent, entre autres, de surveiller votre taux de bien-être. Nous voici dans les locaux d'une start-up lilloise, eWear Solutions. Elle développe un sous-vêtement connecté à destination du grand public. Un vêtement qui permet de mesurer votre degré de bien-être. Donc après une période de calibration nécessaire,
on a l'indicateur du niveau de bien-être qui s'affiche. Ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les signaux électriques qui sont émis par le cœur, de la même manière que c'est fait dans les blocs opératoires par exemple. À un détail près, les électrodes classiques sont ici remplacées par ce dispositif directement intégré au sein même du tissu. En fait, c'est un fil entouré, enrobé d'argent, de manière à avoir un pouvoir de conduction qu'on n'a pas ailleurs sur le vêtement. On peut capter pas mal de données physiologiques. Là, en l'occurrence, nous, dans un premier temps, on se concentre sur les données cardiaques, okay, mais il y a d'autres informations, comme le rythme respiratoire. Par impédancemétrie, on pourrait avoir la mesure du taux de masse graisseuse, masse osseuse, masse hydrique, vous voyez. Pas mal de choses comme ça qu'on peut capter avec des capteurs faits ainsi, mais disposés à différents endroits du corps. Mais avant d'en arriver là, le sous-vêtement doit encore être amélioré. Un prototype confectionné ici dans les locaux de Damartex à Roubaix, la maison mère de notre start-up connue, vous le savez, pour ses vêtements chauds. Alors mon ami, un peu de cran. Un peu de camp. J'ai froid moi. Vous n'avez pas froid vous? Froid moi? Jamais. Mais aujourd'hui, oubliez le thermolactyle. Ces couturières doivent faire en sorte que les capteurs soient le plus près possible de la peau, sans nuire au confort du produit. Tout l'exercice, c'est de conserver l'élasticité. Un prototype presque finalisé, qui leur a demandé beaucoup de travail. C'est vraiment de l'innovation, ça a été développé, étudié, on a fait plusieurs maquettes avec les équipes pour intégrer toutes ces notions-là. Et des essayages, des tests portés, des tests en mouvement. Si le vêtement cherche simplement à mesurer votre bien-être, il utilise en revanche un algorithme puissant. Une méthode de calcul développée dans ce laboratoire de l'INSERM à Lille. Depuis un an maintenant, la start-up est en contact étroit avec l'équipe du professeur Régis Logier pour exploiter au mieux sa découverte. On travaille justement sur ces aspects de contact, d'impédance de la peau, de comment on peut améliorer le contact entre le vêtement et la peau pour avoir le meilleur signal possible. Il a donc développé un algorithme d'habitude utilisé pour mesurer la douleur des patients dans un bloc opératoire. Un calcul complexe qui interprète la moindre variation de notre rythme cardiaque. On va mesurer avec une grande précision l'intervalle de temps entre chaque battement cardiaque. Et ce temps varie de tous les instants. Pourquoi? Parce que le rythme cardiaque, il est sous l'influence de notre système nerveux, et en particulier de notre système nerveux réflexe, qui est le système nerveux autonome, et qui, lui, est en réaction avec notre environnement, et en contre-réaction, donc il va effectuer des accélérations de fréquence cardiaque. Et c'est à partir de ça que le système est capable de dire si vous vous sentez bien ou mal. Deux sujets, donc dans un premier temps... Un outil si puissant que le vêtement connecté développé par Loïc et son équipe intéresse les professionnels de santé. Ce jour-là, une réunion est justement organisée pour réfléchir à une version professionnelle du produit et un usage plus médical. Dans les maisons de retraite par exemple, afin de surveiller l'activité des résidents. Type les vôtres, type EHPAD, l'idée étant de les accompagner dans le bien vieillir. Le fait d'avoir une collecte de données presque en continu, ça nous permet ensuite de pouvoir comprendre les choses, de pouvoir se dire, ben voilà, si la personne elle n'a pas dormi, ben, c'est peut-être aussi par rapport à ça, donc on peut régler le problème, régler la cause, et aussi par la suite, ça peut aussi permettre de prévoir, en fait, d'anticiper des comportements, anticiper des événements, et tout ça, ça peut être intéressant. Le vêtement, le sous-vêtement à plus forte raison, est un magnifique support pour y positionner des capteurs. Il est discret, le sous-vêtement ne se voit pas, il n'est pas stigmatisant donc, et il peut héberger des capteurs qui peuvent capter des données physiologiques très très utiles en temps réel pour les personnels soignants. Mais quand on parle de médecine connectée, certains usages peuvent parfois aller beaucoup plus loin. Maxence habite la région lilloise. Même s'il vit à peu près normalement, il souffre d'une anomalie cardiaque depuis la naissance. Résultat, à tout moment, le jeune homme peut être victime d'une syncope. C'était dans mon lit, je regardais la télé, ça peut m'arriver quand je suis debout, quand je suis dans n'importe quelle situation, même celle où je suis complètement serein à regarder la télé. Alors depuis quelques mois, l'activité de son cœur est suivie en permanence grâce à son smartphone. Il est connecté sans fil à un implant.
Moi, je gère rien tant qu'il ne se passe rien. Mais si moi, dans n'importe quelle circonstance, j'ai un souci, j'appuie sur le gros bouton qui est écrit « Enregistrer les symptômes » et ça va directement être envoyé à l'hôpital. Et l'implant, le voici. Un minuscule capteur caché derrière la peau, sur son torse. Nous sommes dans le cabinet du docteur Marquier à l'Institut Cœur-Poumon de Lille. Cet après-midi-là, Maxence fait une simple visite de contrôle. Ok, pour vous c'est confortable, tout va bien. Complètement. Et l'application elle marche bien? Impeccable. Là ça me permet de vérifier que l'appareil va bien, que les batteries sont bonnes et de modifier les réglages si par exemple je décide d'écouter des fréquences cardiaques à partir de 120-130 battements par minute, je peux monter à 150, 160, 170 battements par minute. En réalité, le médecin et son patient ne se voient pas très souvent, car toutes les informations sont transmises à distance. Le docteur Marquier les reçoit directement sur son ordinateur. J'ai les tracés de tout ce qui a été enregistré par l'appareil, soit de façon automatique, donc parce que l'appareil a enregistré un cœur trop lent ou trop rapide, soit parce que le patient a activé l'appareil en disant je me sens pas bien, j'ai refait une syncope, ou j'ai fait un malaise, ou j'ai des palpitations. Et donc tout ça c'est stocké dans l'appareil, le sien, puis c'est envoyé sur Internet et moi j'ai accès directement à ces informations-là avec le tracé, ce qui va me permettre de savoir est-ce que effectivement le cœur est trop rapide ou trop lent et quelles en sont les conséquences. Une vraie révolution. On est donc loin des tout premiers appareils. L'implant n'est aujourd'hui pas plus gros qu'un bâtonnet de 5 cm de long avec une durée de vie de 3 ans. Pour le patient, le confort est indéniable. Ce qui me gênait, c'était ça, c'était toute la mécanique derrière, d'avoir un boîtier qu'il fallait transporter, d'avoir une machine à la maison. Et en fait, quand j'ai appris que c'était par le téléphone, comme ça, via une application, voilà, je n'ai pas hésité. Cet implant dernière génération est testé sur une quinzaine de patients du CHRU de Lille et pourrait bientôt devenir la norme. Mais il subsiste aussi une part d'ombre. Connecté veut dire accessible et donc visible. Des données sensibles sur notre santé qui valent de l'or dans le marché très convoité de la médecine connectée. De nombreuses entreprises surfent donc déjà sur ce marché florissant. Je vous emmène maintenant chez Weezings, spécialiste français de la santé connectée accessible au grand public. Ces deux produits phares, vous les avez déjà sans doute dans votre salle de bain ou au poignet. Bonjour, Charles-Henri Baudet de l'émission Réseau d'enquête. J'ai rendez-vous avec Eric Carrel, s'il vous plaît. Weezings fabrique ses produits en Chine, mais c'est ici, dans les ateliers français, que sont conçus les prototypes. Bonjour Eric Carrel, merci de m'accueillir dans votre entreprise. J'étais en train de regarder vos collaboratrices travailler. On se rend pas compte, en fait, qu'il y a un travail d'orfèvre quand même sur des montres, bien que ce soit des montres connectées. Oui, c'est la beauté de la chose, c'est que c'est un produit que l'on connaît, c'est un produit esthétique qu'on a plaisir à porter et qui en même temps nous donne des informations sur notre santé et nous encourage à l'exercice physique. C'est l'un de nos deux produits phares. Nous avons deux produits phares qui sont le pèse-personne, qui est le premier produit que nous avons lancé à la création de l'entreprise, et un peu plus tard la montre. Eric Carrel, c'est possible d'avoir une démonstration de la balance connectée? Oui, bien sûr. Martin va nous faire une démonstration. Pourquoi Martin arrive pieds nus? Ça nous permet de faire des mesures plus larges que le poids. On mesure aussi la masse grasse et d'autres indices sur la masse corporelle de Martin. Et l'ensemble de ces informations vont arriver sur le téléphone. Et donc, il va garder tout son historique et son évolution. Il y a la rigidité des artères qui peut être mesurée avec cette balance connectée. À quoi ça peut servir à un utilisateur? Alors, en fait, si vous voulez estimer vos risques cardiovasculaires à 4 ans, les médecins et des hôpitaux ont montré que le premier indicateur à regarder, c'est en fait l'âge de nos artères. J'imagine si toutes ces données pouvaient fuiter, malheureusement, elles pouvaient être rachetées, enfin voilà, ça pourrait tomber dans une dérive. C'est quelque chose que vous avez à cœur de protéger? Si vous voulez, depuis que l'humanité évolue, à chaque fois qu'il y a une évolution scientifique, il y a des apports et on crée potentiellement des risques. Mais aujourd'hui, ces données de santé, c'est un capital pour chacun des utilisateurs. Ne pas avoir de données de santé, c'est avoir moins de moyens pour se soigner demain. Merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Que deviennent nos données de santé lorsqu'elles sont confiées à une entreprise? Peuvent-elles être vendues ou réutilisées? Que risquons-nous vraiment?
Pour le savoir, j'ai rendez-vous avec Frédéric Bizard. Il est économiste et spécialiste de ce sujet particulièrement sensible. Frédéric Bizard, est-ce qu'on peut avoir confiance dans les entreprises qui collectent toutes nos données de santé ? C'est difficile d'avoir confiance parce que contrairement à votre médecin qui est engagé par un code de déontologie et à qui vous fournissez toutes vos données de santé, il n'y a pas de code de déontologie. À partir du moment où vous transmettez vos données de tension artérielle, de performance lorsque vous courez ou faites des joggings, rien chez les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, les oblige à ne pas exploiter ces données à des fins commerciales ou à des fins d'influence. C'est une vaste tromperie en fait. Non, c'est pas une tromperie, c'est que d'abord c'est un progrès, cette diffusion, cette capacité de diffuser des données, c'est un progrès scientifique en matière de santé publique. On sait bien que l'intelligence artificielle peut aider par exemple à maîtriser des épidémies, peut aider à faire de la prédiction. Donc c'est absolument indispensable d'utiliser cet outil. À l'échelle individuelle, toutes les précautions sont à prendre. Il ne faut surtout pas être naïf. Malheureusement, on arrivera tous à un moment de notre vie où on aura un problème de santé. Il y a 15 millions de Français qui souffrent aujourd'hui de pathologies chroniques. Lorsque vous vous présentez à un emploi, lorsque vous vous présentez pour avoir un prêt bancaire, à partir de là, votre état de santé va entrer en ligne de compte. Parce que là, vous êtes en train de me dire que ce qu'on me fait croire que toutes mes données qui sont anonymes ne le sont pas en réalité ? Bien sûr que non. Toutes les données qui sont sur le numérique peuvent être accessibles à quiconque. Que ça soit à des fins commerciales de détournement ou par le hacking, il y a une sécurité qui est toute relative. Mais, encore une fois, la question n'est pas de faire de la paranoïa. Je pense qu'il y a une protection à l'échelle individuelle. Ces données personnelles, et en particulier les données de santé, sont notre propriété. Alors justement, à l'échelle nationale, ici en France, qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que l'on doit faire ? Je pense par exemple qu'il faut interdire la commercialisation des données de santé. Depuis la nuit des temps, on accumule des données de santé. Mais aujourd'hui, on a un moteur qu'on n'avait pas, qui sont les algorithmes et l'intelligence artificielle. En quelques années, toutes ces données qui étaient inoffensives, entre guillemets, vont être des données qui peuvent potentiellement apporter un progrès formidable, mais mettre les individus dans un risque aussi important. Cela peut se retourner contre nous ? On rentre dans un monde probabiliste, on rentre dans un monde où, en fonction de critères définis sur les modes de vie de façon non scientifique, eh bien on va briser un peu la solidarité et on va avoir une sélection de risques et on va laisser donc sur le bord de la route, pour des raisons très contestables, une partie de la population. On peut avoir bon espoir en France que notre arsenal juridique protège le citoyen. Il faut qu'on ait un pouvoir politique, un personnel politique, des partis politiques qui soient à la hauteur de ce moment de l'histoire. Parce que c'est maintenant, on a 5 ans pour réguler, pour protéger les Français pour des décennies. Merci Frédéric Bizard. Merci à vous. La protection des données personnelles, c'est une question que beaucoup de monde commence sérieusement à se poser. Et cela ne concerne pas uniquement les données de santé. Notre vie n'a par exemple plus aucun secret pour les magasins que nous fréquentons au quotidien. Qui n'a pas sa carte de fidélité dans son commerce préféré? Carte de fidélité ou mouchard? Mise en place en 2018, la nouvelle réglementation européenne est censée mieux nous protéger, mais la réalité n'est pas aussi simple. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. Le monde marchand est friand de ces données personnelles. Et nous les semons chaque jour un peu partout sur des sites internet ou dans cette rue commerçante de Poitiers. À partir du moment où on a un smartphone, une application connectée, on peut difficilement y échapper. Moi, ça ne me pose aucun problème. Non, à ce niveau-là, je trouve qu'il n'y a pas de données très confidentielles. Parfois, je ne communique pas. Parfois, je communique. Ça dépend de l'enseigne, ça dépend du commerce. Dans cet institut de beauté, les clientes fidèles ont reçu une offre promotionnelle. Pose gratuite d'un voile bronzant. Ici, la gérante a investi près de 1 000 € en matériel et logiciel pour être en conformité avec la nouvelle réglementation européenne. On peut choisir de cliquer ou de ne pas cliquer sur « Je ne souhaite pas recevoir de SMS ». Donc il y a un petit stop qui apparaît et ça retire donc les numéros de téléphone de la fiche cliente. Il faut demander à la clientèle au moment où on enregistre la fiche cliente, on leur demande si elles acceptent ou pas de recevoir des SMS promotionnels. Et en général, elles sont d'accord ? Ça dépend.
Les données, ça pousse partout, à la ville comme à la campagne. Ici, à Montmorillon, chez ce confiseur Poitevin, sont enregistrées près de 10 000 cartes de fidélité. Vous avez votre carte fidélité sur vous? Non, je vous recherche. Des informations aujourd'hui cryptées et bien protégées. Mais il y a 2 ans, un pirate informatique s'est introduit dans l'ordinateur de l'entreprise et a croqué toutes les précieuses données. Notre site n'était pas suffisamment protégé et ils ont pu avoir accès à des mots de passe de nos clients. Donc ce qu'on a fait, on a eu la chance, nous, de ne pas posséder en direct les coordonnées bancaires. Donc il y avait effectivement le risque vis-à-vis de nos clients était limité, mais ça nous a fait prendre conscience qu'il fallait réagir. Protéger ses données, rassurer ses clients, l'obsession de tout chef d'entreprise qui embauche parfois des spécialistes. Les 88 pages du règlement relatif à la protection des données personnelles, Michel Rousseau les connaît par cœur. On va voir la société Travalae qui accompagne des chercheurs d'emploi ou des salariés en phase de reclassement. L'entreprise en question gère chaque année les données confidentielles de près de 4000 personnes. Ce matin-là, à quelques jours de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, les dirigeants attendent avec impatience l'avis du consultant. Vous faites partie des sociétés qui traitent énormément de données personnelles, donc sensibles. On a pris conscience qu'on pouvait apporter une vraie plus-value et à nos clients et aux candidats qu'on accompagne dans les 2 sens pour protéger ces données qui peuvent être, nous, assez, qui sont personnelles et qui peuvent être sensibles aussi. Aujourd'hui, les entreprises qui sont conformes à la réglementation vont s'ouvrir des marchés et faire voir leur bonne foi sur le traitement des données personnelles. Recruteurs, confiseurs, esthéticiennes, ces 3 chefs d'entreprise ont pris les devants pour protéger leurs données. Les sociétés qui tarderaient à le faire risquent en revanche de lourdes sanctions financières. La loi et les antivirus nous protègent, mais rien ni personne ne pourra jamais réellement barrer la route d'un hacker malveillant. Jean Marceau est spécialiste en cybersécurité. Il va nous montrer, à travers 2 exemples, à quel point il est facile de prendre la main sur l'ordinateur de son voisin. Le premier scénario, c'est un scénario qu'on appelle un scénario de phishing. Alors le phishing, qu'est-ce que c'est? Le phishing, c'est un mot qui désigne le fait d'envoyer un email en se faisant passer pour un site web connu, Amazon ou une administration. Ici, on va se faire passer pour le site des impôts. On a créé une copie du site des impôts. Oui, c'est exactement la même interface que sur le site des impôts, quoi. On ne visite pas réellement le site des impôts, mais on visite un site qui est hébergé par l'attaquant. Typiquement, le vrai site des impôts, c'est impôts.gouv.fr. Ici, si on regarde précisément la barre d'adresse, on se rend compte que c'est impôts-gouv.fr. L'utilisateur va rentrer son numéro fiscal à 13 chiffres, son mot de passe. On va lui indiquer que le service est indisponible. Et en fait, là, on peut croire qu'au final, c'est pas grave, sauf que c'est trop tard. On a rentré son numéro fiscal et son mot de passe. C'est foutu, ça, clairement. C'est ça. Un fichier s'est créé du côté de l'attaquant qui contient le numéro fiscal de la personne et le mot de passe qui pourrait lui permettre de usurper l'identité de la personne ciblée auprès de différents organismes de l'État français, par exemple. On va tenter de mettre en place un 2e scénario qui part toujours d'un mail malveillant, cette fois qui va contenir une petite pièce jointe. Donc là, on peut voir si la personne a ouvert la pièce Là, on voit jointe. qu'effectivement, la personne vient on vient de voir quasiment en temps réel. C'est ça, en temps Donc réel. le hacker, chez lui, il voit en temps réel que sa cible, sa victime, vient d'ouvrir la pièce jointe. C'est ça. Donc la personne vient d'ouvrir la pièce jointe et une fois qu'on est là, on peut interagir avec... Vous avez le contrôle de la machine. C'est ça. Là, on va voir ce que notre ami a sur son PC. Alors, là, on est en train de le voir. Voilà. Carte d'identité, facture de téléphonie mobile et une photo de vacances à Bordeaux. C'est incroyable. En l'espace de quelques secondes, vous avez récupéré la carte d'identité. Et ça, vous pouvez faire ça sur n'importe quel ordinateur. C'est ça, on peut récupérer les documents sur n'importe quel ordinateur. Alors Jean Marceau, on est en train de le voir, pirater un ordinateur, c'est relativement facile. Mais pirater d'autres objets comme une montre connectée ou bien même la voiture connectée. Aujourd'hui, c'est en train de se développer. C'est une voiture que l'on peut démarrer à distance, par exemple avec l'aide de son smartphone. Eh bien, vous allez voir qu'il y a de nombreuses failles de sécurité et que des voleurs peuvent tout simplement s'en emparer. C'est la toute dernière technique des voleurs de voitures. En moins d'1 minute, les 2 complices s'emparent du véhicule en douceur. Cette voiture de dernière génération est connectée à la maison. À l'aide d'un ordinateur branché sur le Wi-Fi,
le vol s'effectue sans effraction visible. Les voleurs, en fait, ne s'attaquent pas à la voiture en direct, mais s'attaquent à la maison et utilisent la maison comme un relais, en fait, pour ouvrir la voiture. On est toujours dans le modèle où on attaque le maillon le plus faible de la sécurité. Aujourd'hui, dans chaque voiture, un ordinateur de bord gère toutes les fonctions. GPS, freinage, moteur, tout est connecté. Cet entrepreneur breton nous montre qu'avec une simple carte achetée dans le commerce, n'importe qui peut prendre le contrôle. Quelqu'un qui aurait ce boîtier-là, aujourd'hui, est capable de récupérer tous les signaux sans comprendre comment ils marchent. Évidemment, tout le monde a peur de se faire voler sa voiture, mais on a eu un scandale avec Facebook récemment et on peut avoir exactement le même dans la voiture où je vole les numéros de téléphone, l'endroit où vous allez, où est-ce que vous faites vos courses. Carte à puce, téléphone portable, clés, ces milliers de données, nous les portons sur nous au quotidien. Grâce à une petite antenne, ce chercheur simule une attaque destinée à récupérer les codes secrets. Avec celui-ci ou d'autres dispositifs, on va pouvoir mesurer l'activité dans les puces électroniques et en déduire, à part des calculs assez compliqués, des valeurs secrètes qui sont manipulées par la puce électronique. Alors, Alice et Bob se mettent d'abord... Ce savoir-faire est maintenant directement transmis aux étudiants de l'Université de Bretagne Sud. Ici, on apprend à protéger les objets connectés des piratages et des vols. Bien, vous avez réussi à prendre en main le contrôle des rétroviseurs, des compteurs... Former les futures générations à la cybersécurité est pour cette université un enjeu majeur. Le niveau de menace a évolué et on utilise de plus en plus ces objets connectés dans des contextes où on ne le faisait pas avant. Donc notre vie repose sur l'utilisation de tous ces dispositifs électroniques et informatiques et donc on se doit de les sécuriser. Avec bientôt 200 milliards d'objets connectés, le marché de la protection est en pleine expansion. Cette petite entreprise bretonne travaille déjà pour la plupart des constructeurs japonais et américains. C'est très préjudiciable pour les entreprises, toutes ces données confidentielles qui peuvent être volées, piratées. Alors, il y a le premier aspect, c'est effectivement, comme je disais, au niveau de la régulation, déjà, il y a une amende qui est imposée au niveau de l'entreprise. Donc, l'entreprise va devoir donner 4% de son chiffre d'affaires en amende si une faille est avérée. Ensuite, il y a un préjudice lié à l'image, puisque du coup, désormais, lorsqu'une entreprise subit une attaque de ce type, elle a une obligation de déclaration de cette attaque auprès d'organismes européens qui, du coup, vont pouvoir informer les personnes qui ont été touchées. S'il est une menace réelle et quotidienne pour le citoyen et les entreprises, le traçage informatique est devenu un outil incontournable pour les forces de police. Hacking, contrôle visuel, infiltration, vidéosurveillance, le policier 3.0 a fait son apparition. Les techniques d'enquête évoluent au rythme des progrès de l'informatique. Les ordinateurs ont une mémoire et une puissance de calcul colossale. Aujourd'hui, ils sont partout, y compris dans les appartements ou les poches des délinquants et des criminels. Téléphone portable, ordinateur, clé USB, Internet, Darknet. Le numérique est présent dans l'ensemble des enquêtes, que ce soit de la plus simple à la plus complexe avec des modes opératoires très sophistiqués. C'est un domaine qui est évidemment en perpétuelle évolution. La police judiciaire a donc décidé il y a un an de mettre en place partout en France des LION, des laboratoires d'investigation opérationnelle du numérique. Ces policiers sont des investigateurs en cybercriminalité spécialisés. De la scène de crime au suivi de l'enquête, ils assistent leurs collègues, capables de mettre le doigt sur la moindre faille. Et les gens sont des fois étonnés de ce qu'on peut retrouver, ce qu'ils pensaient effacé, supprimé depuis longtemps. Nous, on va le remonter et ils ne contestent pas parce qu'ils savent qu'un jour c'était sur leur appareil. Mais ils sont étonnés, ils disent « Ah, ils l'ont retrouvé ». Et ça, des fois, ils sont stupéfaits, ils n'imaginent pas. Donc là, c'est sûr, c'est le même fichier. Il faut essayer d'aller au moins aussi vite. Plus vite que les délinquants, c'est difficile. Ils ont toujours un peu comme gendarmes voleurs, depuis tout le temps, ils ont toujours un coup d'avance. Mais il faut qu'ils aient le moins de coups d'avance que nous. Et si on peut même anticiper, des fois, c'est l'idéal. De plus en plus souvent, le gendarme est plus rapide que le voleur, plus malin, plus armé informatiquement. Dans le domaine, Anacrime est un gros calibre. Anacrime est une suite logicielle utilisée par la gendarmerie depuis une vingtaine d'années. Un outil puissant, capable de brasser des milliers de données rentrées manuellement par les enquêteurs et de faire des liens, des recoupements. Les liens ils vont être faits notamment
sur des réservations d'hôtels, sur des vidéosurveillances, sur des stations-service, sur des locations de véhicules. Ce jour-là, une opération hors norme est menée conjointement en Roumanie, en Allemagne et en Belgique. Le démantèlement d'un réseau de trafic de produits phytosanitaires. 11 cibles, 9 interpellations. Anacrim et plus de 8 mois d'enquête ont permis de faire le lien entre une dizaine de vols perpétrés en France dans des entreprises et des comptoirs agricoles. L'intervention, pilotée depuis la section de recherche de Strasbourg, est un exemple de coopération européenne. Ils ont appelé de Fribourg, ils ont appelé Dresde. Donc c'est revenu. Donc il sera présenté lui cet après-midi auprès du magistrat allemand. Un domaine dans lequel les progrès ont été nombreux aussi ces dernières années. Grâce à cette coopération, je pense qu'on a réussi à démanteler, à annihiler un véritable réseau criminel, une entreprise criminelle parfaitement organisée, itinérante, très itinérante à travers l'Europe et composée à la fois d'organisateurs, de resellers, de transporteurs et de voleurs. Donc je pense que c'est un coup décisif porté à ce groupe qui faisait très mal à nos entreprises. De quelques faits isolés, les gendarmes ont pu remonter les pistes, identifier 10 affaires et aller chercher les auteurs chez eux, à l'autre bout du continent. Ce qui était impossible il y a quelques décennies ne l'est plus forcément. Les progrès de la science, de la technologie et de la communication permettent de surmonter les obstacles, de dépasser les frontières, de remonter le temps. Avec derrière les machines, des femmes et des hommes dont la patience, la détermination et le flair restent des éléments déterminants. Prévention, protection ou intrusion dans nos vies privées? Où est la limite? Est-elle déjà largement franchie en France? J'ai rendez-vous avec Thierry Vallat. Il est avocat et spécialiste du droit numérique. Bonjour Thierry Vallat. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Mais je vous en prie. Vous avez compté le nombre de caméras de vidéosurveillance sur votre chemin? Alors non, j'ai pas fait le compte. Depuis 50 ans, on voit de plus en plus de caméras. Alors en France, qu'est-ce qu'on risque? En France, aujourd'hui, on ne peut pas faire n'importe quoi. On a la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté, qui existe depuis 1978. Rappelons que la CNIL a été créée à la suite d'un fichage qui était prévu en 1974, c'était le fichier Safari, et on s'était aperçu qu'on voulait nous mettre tous en fiche, tous en numéro. Qu'est-ce que ça voulait dire en 1974, protéger nos libertés? Ça voulait dire que nos données personnelles nous appartiennent et qu'on ne puisse pas véritablement faire de nos informations les plus intimes, les plus précieuses, n'importe quoi. Qui va les contrôler? Combien de temps va-t-on les garder? Ce subtil équilibre entre nos libertés et puis les besoins de sécurité d'une ville, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile pour nos libertés de se frayer un chemin dans le tout sécuritaire et les besoins qui sont ceux de nos gouvernants et ceux des administrations en général. Est-ce qu'on peut justement, à ce moment-là, parler de liberté encore aujourd'hui? Oui. Puisque vous dites frayer un chemin, ça veut dire que c'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile, il faut y veiller. Néanmoins, on s'aperçoit qu'on a aujourd'hui une technologie qui a fait énormément de progrès. On peut faire beaucoup de choses qui étaient même inimaginables il y a encore une quinzaine, une vingtaine d'années. Je pense au big data, parce que les réseaux sociaux ont changé nos vies. Le big data, concrètement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente comme données? C'est quoi? Ça va être vos habitudes de consommation, ça va être vos habitudes amoureuses, ça va être vos habitudes de vie, quel journal vous lisez, quelles sont vos opinions politiques. Enfin, on peut tout mettre là-dedans. Et qui contrôle le big data, qui contrôle vos données, vous contrôle vous. Fatalement. Mais est-ce qu'on peut lutter? Est-ce qu'on peut éviter ça? Car aujourd'hui, nos impôts, on doit les déclarer sur Internet. Nos feuilles de salaire, par exemple, tombent directement sur Internet. Est-ce qu'on peut éviter une vie 100% numérique? Je ne pense pas, je ne pense plus. Je pense que maintenant, on est dans une espèce de schéma un peu irréversible de cette technologie omniprésente. Mais là, aujourd'hui, cet univers un petit peu 1984, Orwell, quand même. Le livre sorti en 1949. Il est sorti en 1949. Qui décrivait déjà une situation. Il n'a jamais été aussi présent. Il est même déjà en deçà de ce qui existe aujourd'hui. Dans des pays comme, par exemple, la Chine, on a des systèmes qui vous permettent d'avoir des notations sociales des individus, où la reconnaissance faciale croisée avec la vidéosurveillance permet de savoir où est tout un chacun. Lorsque le citoyen n'a pas payé ses impôts, a fraudé dans le train, sa note sociale baisse, il ne peut plus reprendre le train. Il est dégradé socialement. On est dans un épisode de
Black Mirror, ni plus ni moins. Le gouvernement a annoncé il y a quelque temps avoir investi dans un logiciel qui va permettre de traquer les Français sur les réseaux sociaux, un logiciel qui a coûté 20 millions d'euros à l'État. C'est aussi notre faute. Hein. On n'a qu'à pas mettre sur les réseaux sociaux toute notre vie. Les parents qui mettent les photos de leurs gosses en permanence, on sait où ils sont, quand ils partent en vacances, sur Internet, rien ne s'efface. Il y a des sites, des applications qui sont encore beaucoup plus intimes. Et je pense notamment aux applications de rencontres. Les applications de rencontres sur lesquelles Tinder et compagnie, vous allez pouvoir rencontrer l'âme sœur. Là aussi, vos données, vous allez les confier à une application qui peut être piratée, qui peut être détournée. Vous savez, aujourd'hui, pour les mafieux, pour le crime organisé, pour tous ces gens-là, la drogue n'est plus forcément aussi rentable. Ce qui, malheureusement, c'est la misère humaine et les migrants qui sont une grande source de revenus. Et puis l'autre grande source de revenus, eh ben, ce sont les données personnelles, c'est l'or blanc. On va vous hacker, on va connaître vos fichiers, votre RIB, votre IBAN, tous ces numéros qui, comme ça, c'est une ligne de chiffres, mais qui sont extrêmement importantes pour ceux qui savent s'en servir. Et si on en reparle dans 5 ans, je suis persuadé qu'on sera déjà passé à l'étape d'après. Et on aura, avec une puce, voilà, on va rentrer, on va passer, on va vivre avec tout les crédits, la banque. Voilà, on payera avec notre main. Vous pensez que c'est ça demain? C'est ça demain. J'en suis totalement persuadé. On va complètement dans ce schéma-là. Et c'est un schéma qui est accepté par beaucoup trop de gens. Progrès technologique indéniable d'un côté, intrusion réelle dans nos vies privées de l'autre. Nous avons créé un monde qui de plus en plus nous dépasse et nous échappe. En matière de numérique, rien ne disparaît et donc rien n'est anodin. C'est la fin de ce numéro de Réseau d'enquête. Merci de votre fidélité. C'est une émission à retrouver sur France.tv. À très bientôt. We'll be right back.